il faut bien garder présent à l'esprit que la phase révolutionnaire a changé les mentalités. Pourtant, une bonne partie de l'élite, de la haute société, n'a pas l'impression que ce mouvement est irréversible. Pour elle, il y a eu une sorte de déraillement historique qui s'est produit. On est sorti du temps qui était le bon temps de la tradition héritée des pères, celui dans lequel tout se jouait autour de la famille et de la foi. Et une bonne partie des grands princes et des chefs de gouvernement de cette époque pensent qu'il est encore possible de retrouver le cours naturel des choses selon eux, et en tout cas, ils vont s'employer à remettre sur pied un ensemble d'institutions qui sont en quelque sorte représentatives du monde d'avant. Cela vaut en particulier pour les grandes familles régnantes qui ont survécu à la tourmente, que ce soit les Bourbons, que ce soit les familles régnantes d'Autriche ou les familles régnantes de Russie ou d'Angleterre. Elles veulent retrouver une position qu'elles pensent être leur due. Donc comment faire ? Avant même la chute de Napoléon, une coalition de ses adversaires s'est constituée en 1813. Et les diplomates qui la composent se retrouvent le 1er novembre 1814 pour un sommet diplomatique, un congrès, c'est ce qu'on appelle le congrès de Vienne. Parmi eux, il y a quelques grandes figures. Metternich représente l'Autriche, Castlereagh puis Wellington représente l'Angleterre, Hardenberg représente la Prusse, il y a même un représentant du pape, Gonçalves, et le représentant du royaume du Portugal est Sousa de Holstein. Donc on a un certain nombre de grands diplomates, hommes de guerre aussi, qui se rassemblent pour penser le partage de l'Europe et la division de l'Europe, non pas en termes de nation, ce n'est pas du tout leur question, mais en termes de famille régnante, en termes de dynastie. Il faut remettre en place les dynasties qui ont été écartées par Napoléon et qui ont réussi à triompher de lui et les lier par un ensemble de mariages qui peuvent sceller en fait le nouvel équilibre de l'Europe. Par parenthèse, cette vision patrimoniale des États, c'est-à-dire une vision des États comme appartenant à des personnes, eh bien Napoléon avait la même. Il était dans une logique où il voulait que les membres de sa famille épousent tel ou tel et règnent sur tel ou tel royaume. Donc on a un rapport patrimonial qui est très important en ce début du 19e siècle, mais en même temps, on a vu qu'il y avait eu un changement et que désormais on considérait que ce qui relevait du bien public eh bien, ne pouvait plus appartenir de la même manière au patrimoine des princes. Donc, quantité de théoriciens vont essayer de soutenir la nouvelle vision réactionnaire de ces vainqueurs de Napoléon, de ceux qui désormais sont les grands princes de l'Europe. Alors il y a des noms qu'on connaît comme Edmund Burke en Angleterre, qui a fait une critique très acerbe de la Révolution, alors qu'au départ il était plutôt, il la regardait avec un œil plutôt favorable, qui va aussi réfléchir à la structuration des pouvoirs en Grande-Bretagne, mais qui considère que là, vu ce qui se déroule en France, eh bien, le processus révolutionnaire a quelque chose d'extrêmement malsain. Bonald aussi, qui est originaire de Savoie, va lui aussi écrire des textes extrêmement rectifs et extrêmement hostiles à ce mouvement de modernisation, à ce mouvement de transformation des sociétés et de rupture avec la tradition. C'est ce que fait aussi Joseph de Maistre, c'est aussi ce que fera Donoso Cortés en Espagne. Leur idée, c'est que cette nouvelle force politique qui a émergé avec les révolutions, qui repose sur l'idée de liberté, cet idéal de liberté qui doit primer sur toute chose, est une plaie pour les sociétés. La liberté détruit les relations traditionnelles, elle détruit les solidarités de peuple, elle détruit les solidarités de famille, elle détruit les solidarités personnelles. Or, ce sont ces valeurs qui, selon eux, ont fait le bonheur des hommes pendant des millénaires. La liberté suppose en quelque sorte que l'homme serait tout-puissant pour agir dans des sociétés qui pourtant lui préexistent. Et ça leur paraît scandaleux. On doit respecter ce qu'il y avait avant, et à partir de là, on peut construire quelque chose de rationnel. Alors que cette vision de la nation, de la liberté, elle est diabolique. Elle est une manière de mettre en place des régimes où, en quelque sorte, la volonté de quelques-uns va primer sur les grandes valeurs sacrées. Le sacré, c'est le respect que l'on doit aux anciens, c'est le respect que l'on doit aux princes, c'est le respect que l'on doit à Dieu.
Donc vous voyez qu'un corpus théorique se met en place avec un argument de référence à la tradition, avec l'idée que les changements sont néfastes, qu'il y a des effets pervers qui ne sont pas mesurés. Vous avez voulu la liberté, vous avez eu la guerre. Vous avez voulu la liberté, vous avez eu l'instabilité. Vous avez voulu la liberté, vous avez des impôts nouveaux. Vous avez des fonctionnaires qui vous sucent le sang. Donc vous voyez, ce type d'argumentaire, eh bien, il est voué à avoir une très 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 longue survie, et on peut dire qu'une partie du corpus de débat politique que nous avons aujourd'hui en Europe est directement liée à cette question du rapport à la tradition, de la contre-révolution de ceux qu'on appelle, à cette époque, quand on est leurs adversaires, de ceux qu'on appelle les réactionnaires. Donc, pour ces hommes, la religion est le ciment au sein des sociétés. Le lien entre les hommes et la foi est crucial, et l'une des personnalités qui soutient à cette époque ce type de réflexion, c'est le pape. Le pape, quand il a récupéré ses États, ses propriétés terriennes, ses marquisats, ses comtats, quand il a récupéré ses terres, donc c'est un souverain temporel, le pape. Il a un territoire, il a une administration, il gère des villes, il gère l'Ombrie, il gère les Marches, donc il a des terres assez puissantes. Eh bien, le pape, sur ces terres, il a repris et il a remis en place le statut servile. Le statut servile, par exemple, pour les Juifs. Donc vous voyez qu'on a affaire là à deux mentalités complètement différentes. Et le pape refuse toute réforme représentative au sein de son régime. Et il réprime sévèrement les partisans de l'unité italienne. Donc on est face à des États qui pensent que le monde doit rester tel qu'il est et que l'on doit retrouver le cours immuable des choses. Cet argument de la tradition, posé par les doctrines nouvelles, on peut le voir s'exprimer dans différents États. En France, il est peut-être moins violent que dans d'autres pays. En France, c'est Louis XVIII, vous vous souvenez, le frère de Louis XVI, qui était en exil en Angleterre, qui revient en France et qui accepte l'existence d'une charte. Donc c'est lui qui octroie une charte constitutionnelle, mais ça veut dire qu'il admet qu'il puisse y avoir un principe d'élection, etc. Mais en réalité, son propre frère, le comte d'Artois, celui qui s'apprête, si jamais Louis XVIII meurt, à monter sur le trône, celui qui va être sacré en 1825 à Reims, Charles X, eh bien lui, il est ce qu'on appelle un ultra. C'est-à-dire qu'il considère que le fait d'avoir octroyé une charte est une erreur et que l'on doit au contraire arrêter ça. Donc il va y avoir nécessairement des tensions qui vont se créer dans le Royaume de France. En Belgique, la pauvre Belgique, elle a été attribuée à la Hollande, où désormais elle est soumise à une dynastie, la dynastie des Oranges, à Guillaume Ier d'Orange. Et donc pour les Belges, c'est une forme de placement sous tutelle d'une monarchie dont ils ne veulent pas, qu'ils avaient même combattu pendant des siècles. Le couvercle en Espagne n'est pas plus léger. Il faut savoir qu'en 1823, Ferdinand VII est contraint d'accorder une constitution par les libéraux, et donc il va appeler en sous-main à l'aide les grandes puissances réactionnaires, et ça va être l'intervention de la France, qui va notamment se livrer à une grande bataille, le 31 août 1823, écraser les contre-révolutionnaires qui étaient à Cadix et prendre le Trocadéro, et vous saurez maintenant d'où vient le nom de cette place du Trocadéro, qui, vous le voyez, n'est pas forcément une place symbole du progrès. Donc, le paradoxe veut que ces logiques politiques se déploient sur un terrain économique et social qui, lui, est beaucoup plus mouvant. Pourquoi ? Eh bien parce que si au XVIIIe siècle, on a assisté aux révolutions politiques, au XIXe siècle, on assiste à une deuxième révolution, la révolution industrielle. Et c'est le deuxième point que nous allons aborder dans ce chapitre.